bonjour, bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va entamer le troisième volet de la vidéo en 3 parties qu'on a entamé. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut absolument faire avant de partir et maintenant ce qu'il faut faire dès qu'on arrive où est-ce qu'on voulait aller. Donc, sans plus tarder, on va accueillir maman qui va venir nous exposer les notes et les points importants qui, selon elle, sont les choses qu'on doit faire une fois qu'on arrive dans le pays où on a décidé d'immigrer. Maman? Bonjour. Ok. Donc, on t'écoute aujourd'hui. Tu veux nous entretenir sur quoi? Là, on avait déjà commencé les choses qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire avant de partir, et tu avais dit que tu voulais commencer cette vidéo par toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Il y avait un petit point sur ce qu'il ne fallait pas faire, oui, qu'on n'avait pas fini de débattre la dernière fois, quand on disait les choses qu'il ne faut pas faire quand vous décidez d'immigrer dans un pays, les choses qui peuvent vous porter préjudice. Donc, de quoi tu voulais parler? Oui, en fait, je voulais non seulement parce que c'est la dernière partie de notre vidéo, je voulais d'abord remercier tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Dans l'intérêt des uns et des autres. Nous allons donc clôturer avec ce qu'il faut faire tout de suite dès qu'on arrive dans le pays qu'on a choisi d'immigrer. Bon, c'est vrai que dans le cadre de cette émission, c'est le Canada et les États-Unis que nous avons ciblés. Mais les tips qu'on vous donne peuvent porter pour tous les pays étrangers. Quand vous quittez votre pays, qu'est-ce qu'il faut faire en immigrant? Donc, si vous arrivez au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez toujours les appliquer dans les pays, en France, en Belgique et partout. Donc, aujourd'hui, avant d'entamer la dernière partie, je voulais terminer avec la partie ce qu'il ne faut pas faire avant de partir, parce que la dernière fois on a dû finir un peu en catastrophe. Donc aujourd'hui, je voudrais embrayer avant d'aller à la dernière partie et dire que... J'aimerais que tu donnes des exemples. Hein, oui, c'est ça. Aujourd'hui, pour que ce soit un peu plus pratique. C'est vrai, je voulais ajouter que quand on veut immigrer, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de choisir de mentir, de choisir un mauvais statut quand on arrive à la frontière, de dire par exemple qu'on est réfugié. Se déclarer réfugié politique, quand on sait qu'on a encore de la famille qu'on aime, on a encore son père et sa mère, c'est fait qu'on voudrait aller enterrer un jour en Afrique, on va rentrer un jour parce qu'il y aura un deuil, ou bien qu'on aime sa terre, mais parce que c'est une immigration économique, on veut fuir la misère, on veut fuir le mal-être qu'on peut avoir dans sa propre famille, dans son propre pays. On est obligé de choisir quelque chose qui va vous porter préjudice plus tard, comme de déclarer qu'on est homosexuel alors qu'on n'est pas, comme de déclarer qu'on a été terrorisé par un mari qui vous battait, ou alors que votre pays est un très mauvais pays et que vous étiez réfugié politique, vous avez un parti d'opposition et tout. Ça, c'est des mensonges que vous devez pouvoir assumer. Si vous avez décidé de mentir sur votre statut en entrant dans le pays d'accueil, sachez que quand votre père mourra, votre mère mourra ou vos membres de famille ne sera plus là, vous ne pourrez pas revenir au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire pour enterrer ces gens, ça sera interdit. Vous serez déjà automatiquement fiché. Parce que ces pays qui vous accueillent, dès que vous déclarez que vous êtes donc... Ils font des enquêtes. Ils font des enquêtes. Non, avant même de faire des enquêtes, ils notent, ils relèvent votre nom et envoient un message, une note verbale à l'ambassade de votre pays, de votre ancien pays, puisque vous dites que vous êtes un réfugié politique. Ils vont donc faire une note pour dire que voilà, nous avons reçu votre opposant numéro 1 qui a fui la guerre ou la torture. Et donc voilà, nous l'avons accueilli comme réfugié. Donc dans leur statistique chez eux, mais vous, ça vous empêche de rentrer dans votre pays un jour ou l'autre quand vous serez en mesure d'aller enterrer un membre de famille ou simplement vous avez un mal-être, vous voulez maintenant repartir avec l'argent plein des poches, les dollars plein des poches, vous avez fait fortune, vous voulez repartir maintenant dans votre pays, investir, vous ne pouvez plus parce qu'il faut être crédible, il faut rester crédible avec votre choix. C'est ce que je voulais dire pour terminer cette partie-là. Ok. Voilà. Parce que par rapport aux exemples, nous avons en ce moment, pour le dire, je suis avocat et j'ai été saisi par une famille, ils ont perdu leur père. Donc, les enfants qui sont au Cameroun sont venus me voir. Ils m'ont dit, voilà, nous voulons faire le jugement. Bon, le père a été enterré et tout. Mais là, il fallait faire le jugement d'hérédité. Alors, donc, cette famille est venue me voir pour le jugement d'hérédité. Ils avaient enterré leur père déjà. Enfin,
Déjà, au moment de l'enterrement, les membres de la famille, deux sœurs qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu venir parce que, évidemment, elles avaient déclaré qu'elles étaient réfugiées politiques au Cameroun. Elles avaient pu avoir une levée d'écrou, je ne sais pas, pour prouver qu'ils étaient en prison au Cameroun. Et ensuite, ils sont Alors arrivés. que ce n'était pas C'était vrai. pas vrai. Ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont fait 200, 300, 400, ils ont fait fortune. Le père décède. D'abord, le père tombe malade. Elles envoient de l'argent pour soigner le père. Finalement, il décède. Et quelques temps après, il faut faire le jugement d'hérédité. Et il faut que tous les enfants de ce monsieur puissent être là au tribunal. Donc, il me constitue comme avocat. Et je commence à faire les documents. Et puis, on arrive au tribunal. Et puis, on demande où sont les autres. D'ailleurs, je leur dis, il faut faire donc des jugements. Ceux qui sont absents, vous faites les certificats vous faites des procurations pour qu'on puisse établir que ces personnes ne sont pas là. Et nous, on pensait que la procuration allait suffire, hein, qu'il suffisait de faire une procuration n'importe laquelle aux États-Unis, parce que pour les deux cas, les deux sœurs étaient aux États-Unis. Donc, elles se sont renseignées et le notaire leur a dit, enfin, déjà, ils sont allés à l'ambassade, c'était impossible. L'ambassade leur a dit, écoutez, vous êtes fichés ici comme réfugiés politiques, on ne peut pas vous faire des procurations, donc allez vous débrouiller autrement. Ces personnes m'ont appelé des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire donc, puisqu'on ne peut pas faire de procuration à l'ambassade? Je dis, écoutez, essayez de voir un notaire. Si le notaire peut vous prouver qu'effectivement, vous donnez procuration à une de vos sœurs ou un de vos frères au Cameroun, pour pouvoir vous représenter au tribunal et tout. Ils sont allés voir le notaire a dit, c'est pas possible, on ne peut pas vous faire de papier puisque vous êtes réfugié politique. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce pays-là? Vous ne pouvez pas y aller. On ne peut donc pas vous faire des papiers, des documents, ce serait comme un faux. Donc, pour dire que ce genre de choix que vous faites, vous allez devoir payer, en fait, assumer, quand je dis payer, c'est assumer forcément les choix que vous faites. Et sachez que c'est fini, vous avez rompu avec votre pays d'origine, vous faites partie dorénavant d'un autre pays que vous avez choisi, un pays d'accueil, vous devez vous y intégrer et considérer que vous êtes maintenant quelqu'un d'un autre pays. Okay. C'est ce que je voulais dire par rapport à cette dernière partie, ce qu'il ne faut pas faire quand on n'est pas sûr qu'on a choisi, on a fait le bon choix. Voilà. D'accord, donc on va donc pouvoir maintenant embarquer sur les choses qu'il faut absolument faire dès qu'on arrive. Voilà, et là j'ai préparé aussi un laïus pour cette dernière partie, ce qu'il faut faire dès qu'on arrive dans le pays d'accueil, le pays de son choix. Immédiatement, si vous avez un permis de conduire, vous avez fait, assurez-vous que vous avez déjà un permis de conduire avant de partir de ce pays-là. Donc, si vous avez un permis de conduire que vous avez obtenu dans votre pays, faites tout pour le faire valider immédiatement quand vous avez. Parce que si vous passez un an après, ce sera difficile, vous serez obligé de recommencer votre permis de conduire au Canada ou aux États-Unis. Bon, je vous le dis surtout pour le Canada, le permis de conduire coûte cher ici. Donc, moi, je conseille même à toutes les personnes qui veulent voyager, si vous savez que éventuellement là où vous voulez venir, si c'est le Canada, faites votre permis dans le pays où vous êtes avant de venir. Vous pouvez toujours faire migrer le permis une fois que vous êtes sur place au Canada, mais au moins, vous n'aurez pas à dépenser les $1000 et quelques que ça coûte pour faire le permis. Et puis, ça te prend un an même pour passer le permis, sans compter, ça c'est sans compter si tu ne le rates pas au moins 3 fois comme moi avant de l'avoir. Voilà, c'est ça que parce qu'à chaque fois que tu dois repasser l'examen pratique ou l'examen théorique, ben, tu repayes à chaque fois. Donc, le $1000, déjà, c'est pour payer l'auto-école. Et ça, c'est quand... C'est obligé. Hein? Ça c'est obligé. Donc, si tu tombes sur une promotion, tu peux trouver une école qui te fait les cours à $700, $800 parce que tu es tombé sur une promotion. Sinon, tu comptes $1000 et à chaque examen, tu payes $15 pour l'examen théorique. Après, je ne sais plus combien tu payes pour l'examen. $42 pour l'examen pratique. Donc, à chaque fois que tu le rates, ben, tu repayes la somme. Moi, j'ai passé l'examen théorique pratique 3 fois. Donc, j'ai payé $42 jusqu'à ce que j'ai, la dernière fois que j'ai eu le permis. Ça m'a pris 1 an et demi pour avoir le permis. Donc, faites le permis. Qu'est-ce que vous allez même en France ou que vous êtes dans quel autre pays, passez votre permis parce que vous pouvez toujours faire migrer votre permis une fois que vous arrivez. Quand tu as déjà conduit quelque part, c'est facile. On va te refaire juste les tests de conduite pour voir si tu conduis bien, mais tu n'as plus le code à passer. C'est ça. Et votre permis, enfin, c'est la bonne foi, hein. Donc, on se dit que vous avez conduit dans votre pays. Mais si vous n'avez pas, vous ne présentez pas dans ce permis à l'entrée quand vous arrivez, en fait, quelques jours après votre arrivée dans ce pays d'accueil, Canada ou États-Unis, ce serait compliqué de migrer votre permis après. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire tout de suite. Ensuite, si vous avez, vous devez faire une carte d'assurance.
Vous devez avoir... Ça, c'est même les premières choses à faire. Si tu viens en tant que étudiant étranger, si tu viens en tant que résident permanent, encore que quand tu es résident permanent, on te donne la carte de résidence, mais tu dois faire ta carte d'assurance sociale pour avoir le numéro qui te permet de travailler. Si tu viens en tant que travailleur, ben, ça te prend le numéro d'assurance sociale parce que c'est ton numéro là qui te suit. Tu donnes ça à tous les employeurs et on te retrace avec pour les impôts, etc. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je dirais que c'est même ça avant même le permis de conduire et tout. Donc, ce que je dis que c'est des choses qu'il faut faire immédiatement. Dès que vous arrivez, renseignez-vous pour avoir votre carte d'assurance sociale. Vous devez l'avoir. Ensuite, vous devez forcément ouvrir un compte en banque. C'est important parce que vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de transaction. Les transactions monétaires, comment on dit ça, digitales. L'argent cash. L'argent cash et tout. Il faut plutôt aller dans les banques. Tout est digitalisé ici. Mais donc, ça, c'est si tu as un statut aussi légal. Hein, parce que si tu es venu, tu n'as pas de papier, tu ne peux pas ouvrir. Déjà, un touriste ne peut pas ouvrir un compte en banque. Ici. Parce qu'on est là, la banque toujours. Il faut être résident ou étudiant ou travailleur. Un touriste, ça n'ouvre pas un compte en banque au Canada. C'est pour ça que moi, je parle ici des gens qui sont entrés régulièrement. Ah, ok, en fait, régulièrement. Parce que moi, je préfère, quand je parle d'immigration responsable, moi, je parle des choses officielles. Parce que si vous venez avec un statut qui est faux, vous êtes là en tant que touriste, il y a que des problèmes. Vous êtes déjà cadré et vous êtes déjà sorti du système. Mais si vous venez avec un statut bien régulier et tout, ça c'est des choses que je vous dis, des choses pratiques qu'il faut faire tout de suite parce que c'est légal et c'est bien fait. Mais il ne faut pas perdre du temps à tourner en rond, se poser des questions. Donc vous notez ça. Donc vous avez dans votre cas d'assurance sociale, vous avez votre permis de conduire que vous allez faire migrer pour que vous puissiez bénéficier des avantages que Alessandra a cités tout à l'heure. Et puis maintenant, il faut connaître les lois du pays d'accueil. Quand vous arrivez ici, ne tapez pas vos femmes, ne tapez pas vos enfants, parce que dans vos pays africains, taper une femme, abusive language, lui dire n'importe quoi, l'insulter en public, la bousculer devant les gens, c'est interdit ici. Donc il faut connaître les lois pour que vous ne tombiez pas dans le... Moi j'ai connu un cas comme ça, je vais donner des exemples aujourd'hui. Alors il y a 30 ans, j'étais étudiante, donc j'ai dû faire venir mes neveux. Ça c'est une histoire douloureuse qui m'a fait beaucoup mal, puisqu'ils ont dû rentrer au Cameroun finalement, parce qu'ils n'ont pas pu terminer les études, parce que finalement ils ont eu un clash avec leur sœur, ils étaient trois, et la petite ne savait pas trop que c'était interdit que la loi interdisait qu'on tape les enfants ou qu'on se bouscule, hein, c'était interdit. Donc il y a eu un clash à la maison, les enfants se sont engueulés. Moi quand je partais, je leur ai dit écoutez, vous êtes là, moi je suis en train de partir, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire. Ils m'ont écouté discrètement, hein, ils pensaient peut-être que c'était la blague. Moi, je suis parti quelques 2 mois après mon départ, rentrer au Cameroun. J'ai eu un coup de fil des services sociaux au Canada qui m'appelaient pour me dire qu'on avait gardé les 2 garçons parce qu'ils avaient bousculé leur sœur. Et ils ont dû être expulsés du Canada. On a expulsé le deuxième. Lui, là, on l'a du coup expulsé, mais le premier, on lui a permis de terminer ses études. Donc, la dernière année, pas ses études, hein? L'année qu'il faisait, oui. L'année qu'il était venu faire. Donc, techniquement, chacun au début même de sa carrière, en fait. Oui, ils n'ont pu rien faire. Parce que ici, c'est interdit. Donc, pour vous dire, vous avez votre enfant, vous n'avez pas le droit de taper votre enfant. Donc, en fait, on dit qu'ils ont vu le Canada à travers la fenêtre. Et puis, quand ils voulaient s'épanouir, pop, c'était fini. C'était fini. On les a mis dans une maison d'accueil, tant que l'année finisse pour celui qui avait une formation en cours. Et la fille, on a dû la déplacer de la maison familiale, ainsi de suite. Et c'était fini comme ça. Donc, pour vous dire que interdit de remettre le pied sur le territoire canadien de toute leur vie. C'est comme ça. Donc, ce sont des choses qu'il faut savoir. Quand vous venez, vous faites venir votre épouse, votre femme, vos enfants, vous émigrez ensemble. Sachez que les lois du Canada, les lois de ces pays sont très dures en matière de violence faite aux femmes, faite aux enfants. La protection des enfants au Canada, c'est très important. Votre enfant peut prendre son téléphone et appeler 911, 911. Ce numéro d'urgence permet qu'on vienne vérifier une situation de détresse. C'est bien aussi de parler aux parents que les choses que nous on fait peut-être en Afrique. Si tu veux même discipliner l'enfant ici, il faut le discipliner avec beaucoup de tact. Parce que moins de trucs, l'enfant même te menace avec ça ici, que je vais appeler le 911. Donc, ce sont les choses. Autant les familles doivent s'asseoir que quand on parle, voilà. Et mais comme je l'ai dit, élever l'enfant aussi, c'est difficile hein, parce que tu sais même pas à quoi t'attendre avec l'enfant. Il parle à l'école comme ça, on lui montre le cerveau, puis l'enfant appelle la police.
Juste parce que tu lui as demandé de laver les assiettes et que ça ne lui a pas plu, bah, il commence à raconter que vous ne le frappez à la maison. La police ne va pas chercher à savoir s'il y a mensonge. On va d'abord prendre l'enfant, on va d'abord commencer à vous suivre. Et il y a beaucoup de familles disloquées comme ça. C'est une histoire que j'ai vécue aussi, j'étais au Canada. Et tout. Je voulais raconter cette histoire, c'est très important. Ça, c'est ma cousine qui arrive au Canada, elle vient retrouver son mari. Ils avaient déjà 2 enfants au Cameroun, donc son mari était étudiant. Il arrive avant, il fait 2 ans, et puis il fait venir sa famille, sa femme et ses enfants. Donc quand elle arrive, je lui dis, ma soeur, comme tu es arrivée là, je vois ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. C'est exactement le même processus que je fais aujourd'hui. Je lui ai dit, ici, on ne tape pas les enfants. Elle me dit, alors, mais qu'est-ce qu'on fait alors pour les punir? Je dis, écoute, ici, tu leur interdis le dessert. C'est ce qu'on va te demander de dire. Hein. Pour une punition, la plus grosse punition qu'on peut faire à un enfant au Canada, c'est lui dire de ne pas prendre de dessert. Et quand vous savez que vous venez d'Afrique et qu'il n'y a pas de dessert, donc finalement, vous avez le droit pratiquement à rien pour discipliner votre enfant. Vous ne pouvez que lui parler ou lui ouvrir grands les yeux, mais ce sont des choix que vous avez faits. Quand vous choisissez de venir donc dans ces pays-là, vous devez vous arrimer aux lois de ces pays-là. Donc, son mari m'écoute discrètement comme ça, et puis un beau jour, moi j'étais là. J'avais peut-être, je ne sais pas, 5 mois, donc parfois, quand je ne pouvais pas amener l'enfant en garderie, elle me disait, mais écoute, pourquoi tu dépenses de l'argent? Amène l'enfant chez moi. Et ce jour-là, je revenais de l'école, je suis venu te chercher, et puis voilà, dans 15h, 16h, on sonne à la porte. Et puis elle me dit, écoute, comme je suis en train de faire la nourriture, va voir qui est à la porte. Je regarde un peu, je lui dis, mais je vois, c'est une femme blanche, tu attends tu as une visite? Elle me dit non. Bonjour la porte, bonjour madame. C'est bien ici la famille X? J'ai dit oui. C'est vous madame X? J'ai dit non, je suis la cousine. C'est à quel sujet? Elle me dit voilà, non, il n'y a pas de problème. Je voulais voir la maman de X, de petit garçon, de Y. J'ai dit ok, c'est à quel sujet? Je bloque pas la porte quoi. Elle me dit, mais si c'est pas vous, mais pourquoi est-ce que vous m'empêchez? Je dis non, écoutez, ma soeur elle est peut-être dans les toilettes, donc dites-moi pourquoi vous êtes là. Elle me dit, est-ce que vous me permettez de m'asseoir quand même et tout? Et elle me dit, bon, c'est les services sociaux. Dès qu'elle m'a dit services sociaux, moi je ne savais pas ce qui s'est passé, mais j'ai compris que ma sonnette allait à tiquer à ma tête. J'ai dit en boulot à ma soeur, écoute, c'est des gens qui cherchent, qui veulent faire des enquêtes sur toi, hein. Donc fais attention, tout ce qu'elle va te poser comme question, moi je dis ça en boulot pour qu'elle se prépare, tout ce qu'elle va te dire en boulot, enfin elle va te poser comme question, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais tu fais celle qui ne parle pas français. Moi je serai la traductrice. Elle me dit ok, alors donc la dame, elle comprend pas ce qu'on se dit, donc je vais faire ça. Asseyez-vous, et vous savez ma soeur elle ne parle pas bien français, hein, ni anglais, elle parle que notre langue, c'est pour ça que je lui disais que vous êtes des services sociaux et que vous voulez la voir, je ne sais pas trop pourquoi. Donc ok, il faut vous asseoir, ok. Donc ma cousine a très bien fait de jouer le jeu. Madame s'est assise et tout. Est-ce que je peux vous offrir un verre d'eau? Non, ça va, c'est bon. Alors, je suis là parce que, voilà, le petit X, peut-être Y de la maison, m'a dit que ses parents sont ici. Il doit passer son temps à regarder la maison pour voir l'état de la maison. C'était une maison d'étudiants africains, pas très propre, pas très bien décorée et tout ça. On se débrouille, hein. Donc, elle s'assoit et puis elle dit, voilà, bon, c'était juste un titre de prévention, hein. Le petit arrive à l'école, c'est les services sociaux, c'est l'école qui nous a prévenus. Il paraît qu'on le tabasse ici. Mes parents passent le temps à lui donner des coups de poing, les cogner sur la tête et tout, quand il fait une bêtise et tout. Des missicottes. Donc, moi, je traduis à ma soeur. Au lieu de lui dire que la dame dit que voilà, le petit se plaint de ce que vous donnez, je lui dis que quand elle va te poser la question tout à l'heure, je t'ai dit de ne pas parler, tu ne connais pas le français. Donc, tu ne dis rien, c'est moi qui traduis et tout. Donc, je lui dis, bon, je lui ai expliqué ce que, bon, je lui ai dit, elle est là pour ton fils qui est à l'école, il paraît qu'il s'est plaint, est-ce que vous avez tapé? Donc, elle me dit, demandez-lui, est-ce que l'enfant a été frappé? Je lui ai dit, bon, elle pose la question de savoir, est-ce que l'enfant a été frappé? Je lui ai dit, fais un signe de tête pour que tu dises que ce n'est pas vrai. Elle me dit, jamais. Il dit, bon, alors le petit a expliqué, la dame me dit, dites-lui que le petit a expliqué à l'école qu'on le frappe avec une grosse règle comme ça qui a cette dimension. Ma cousine a posé sur la tête, elle dit que mais cet enfant il ment tout le temps. Je dis bon, voilà, elle me dit que le petit il raconte des histoires. Peut-être qu'il y a de temps en temps on lui crie un peu dessus, mais jamais on l'aime beaucoup, on ne peut pas le taper et tout. Donc elle dit écoutez madame, moi je suis venue à titre préventif. Bon, si jamais vous l'avez fait, peut-être que vous ne saviez pas, vous venez d'arriver au Canada, expliquez à votre soeur comme elle vient d'arriver que si la protection des enfants est très importante. La prochaine fois qu'on viendra ici, on risque de vous enlever l'enfant. Donc elle a dit, et c'était vrai. Moi, je suis rentré au Cameroun et quelques années plus tard, cet enfant a été enlevé à sa mère, a été placé dans une maison parce qu'effectivement, un jour, ils l'ont tabassé. Le petit est rentré, il est sorti de la maison en pleurant dans la rue et c'est la police qui l'a récupéré.
on l'a amené à la protection de l'enfant. Cet enfant a été arraché à ses parents. Il a été placé dans une maison d'accueil. Et en même temps, il n'a pas bien tourné aussi, hein, parce qu'il a fait la prison. Il a fait la prison plus tard, évidemment, parce qu'il pensait bien faire. Écoute, à l'époque, il n'avait que 9 ans, ce petit garçon. Il ne réalisait pas l'impact de ce qu'il pouvait dire, qui était peut-être un peu exagéré. Mais cette vidéo est faite pour des gens qui veulent immigrer, qui veulent vraiment de manière responsable. Préparez vos enfants, expliquez-leur des choses avant de partir. Comment on va au Canada, comment on va en Amérique, voilà. Les parents vous aiment, on ne va pas de ceci, essayez d'être coopératif. En fait, il faut trouver la formule. Moi personnellement, je n'ai pas voulu élever mes enfants en Amérique du Nord. C'est pour ça que je suis rentré. Je me suis dit, dans un pays comme celui-là, où j'ai fait 7 ans, j'ai fait 8 ans, où on ne peut pas dire à un enfant, les parents ne peuvent pas vraiment éduquer son enfant, vous allez perdre votre enfant parce que vous ne pouvez pas. La discipline que nous, on nous a donnée, c'était d'être cadré. Hein. Avec nos enfants ici, on ne peut pas. Même par la même culture, les valeurs culturelles ne sont pas les mêmes, les lois ne sont pas véritablement appliquées de la même façon. Parce que les lois sont les mêmes, hein, comme nous aussi, dans l'Afrique, je sais qu'il y a des pays où on interdit des violences faites aux femmes, aux enfants. Mais est-ce que vraiment c'est implémenté? Est-ce que vraiment c'est suivi? Est-ce qu'il y a vraiment ce suivi quotidien, permanent, qui est comme un espionnage particulier sur les familles, qui vous empêche d'élever votre enfant de la meilleure façon que vous voulez? Donc c'est très important de savoir ça avant de prendre la décision d'immigrer avec votre famille. Ça, c'était le premier point. Donc, ce côté-là est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Moi, j'ai dit, apprenez à connaître votre ville. Quand vous arrivez, vous allez choisir une ville, n'importe laquelle au Canada, aux États-Unis. Étudiez bien la carte de cette ville, le réseau d'autobus, parce que ça va vous éviter de dépenser beaucoup d'argent. Parce que si vous n'avez pas de voiture et parce que c'est tellement bien organisé, vous avez des bus, donc vous devez connaître ces choses-là pour ne pas perdre du temps, arriver en retard au boulot, à l'école. Donc, quand vous allez maîtriser le métro de bus, la carte de bus, la carte de métro, vous allez très vite et c'est très bon. Ensuite, améliorer vos connaissances linguistiques et informatiques de base. C'est-à-dire que ne pas avoir un minimum de base en informatique, c'est comme si on était illettré aujourd'hui. Tout se fait de manière digitale, c'est numérique. Donc vous devez avoir votre ordinateur, tout se fait en ligne, toutes les demandes, vous avez vu, tout ce que vous devez, on vous dit remplissez le formulaire en ligne, Alors si vous avez eu port de l'ordinateur en Afrique, ici, dans ce pays-ci, vous serez obligé de vous familiariser avec l'ordinateur. Donc les connaissances de base sont très utiles. Et vous allez devoir faire des formations. Ici, tout est prévu. Hein. En matière linguistique, par exemple, si vous voulez apprendre le français ou l'anglais au Canada, le gouvernement canadien a même déjà prévu des programmes pour les nouveaux immigrants pour vous permettre de pouvoir vous adapter à la langue, soit français, soit anglais, soit aussi même les formations linguistiques, informatiques de base, pour pouvoir au moins remplir les b.a.-ba des formulaires administratifs. Oui, ils ont ce qu'ils appellent les salons, non pas les salons, les centres locaux d'emploi. On vous aide même pour les CV, on vous aide pour la recherche de travail. Tu utilises l'ordinateur du gouvernement pour chercher même les différents emplois qui sont offerts dans ta ville, ta région, ta municipalité. Il y a bon, maintenant avec le Covid, là, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a les bureaux du chômage, les bureaux de l'emploi. Tu vas, on t'aide pour la recherche, le travail pour les nouveaux amis, comment ils appellent, les nouveaux arrivants et tout ça. Tout ça, c'est des choses importantes à savoir. Peut-être qu'on le dit. Enfin, en tout cas, je parle au Canada. Moi, je suis vraiment au Canada. Je parle de ce que je connais dans le Québec. Donc, je ne sais pas pour les autres pays s'il y a des centres où le gouvernement vous aide à faire vos CV, où on aide les immigrants à faire le CV à la façon de comment on fait dans la ville où tu es, etc. En tout cas, au Canada, le gouvernement a prévu, il y a des programmes gouvernementaux qui aident les nouveaux arrivants. Donc, ça, c'est une autre émission qu'elle vous fera certainement, ou qu'elle a déjà faite, je ne sais pas. Donc, mais tout est-il que vous devez avoir un minimum de base linguistique et de base informatique. Si vous ne l'avez pas en venant, vous pouvez le faire sur place. C'est important. Déjà, avec le Covid-19, la plupart des travaux se font maintenant. Les gens travaillent mais moi, je conseille aux gens de le faire avant de venir. Ça va toujours vous coûter moins cher chez nous qu'ici. Oui, voilà. Donc, vous faites ça avant de partir. C'est tout ça qu'on vous disait qu'il faut mettre au moins une année. Excel même, si vous ne connaissez pas comment fonctionne Excel, il y a les formations. Les gens offrent les formations au pays pour Excel, pour Microsoft, et pour tout ça. Voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est les deux plans. Donc, connexion à sa ville, avoir la carte de réseau autobus, la carte de métro, si vous êtes dans une ville comme Montréal, comme Toronto. Maintenant, améliorer vos connaissances dans les musiques et l'informatique. Ensuite, on va maintenant parler de repartir à l'école éventuellement. Vous allez voir peut-être que vos diplômes ne sont pas reconnus ou alors l'équivalence n'a pas été acceptée comme il faut. Il va vous falloir repartir à l'école, c'est-à-dire vous mettre au niveau du pays, peut-être apprendre un nouveau métier qui va vous permettre d'avoir la compétence qu'il faut pour être compétitif. Donc, vous allez repartir à l'école, donc armez-vous.
pour repartir à l'école, ayez le courage de pouvoir vous remettre en question pour pouvoir apprendre un métier qui sera peut-être plus important. La dernière fois que je me rappelle la semaine dernière, j'étais en train de discuter avec ma fille. Je lui disais, écoute, au Cameroun, tu as fait une formation un peu scientifique. Est-ce que tu ne peux pas regarder s'il n'y a pas un métier qui pourrait être comme les navigateurs de bateau, par exemple, ou alors des contrôleurs aériens? C'est des métiers techniques qui payent très bien. Donc, vous pouvez vous remettre à faire autre chose que vous n'avez pas prévu. Peut-être au départ, vous voulez faire, je ne sais pas, sciences politiques ou je ne sais pas, quelque chose de très banal, très basique. Mais arriver sur place, essayer de regarder autour de vous et de voir quels sont les métiers qui pourraient être intéressants, qui pourraient vous intéresser à gagner mieux votre vie et faire une formation technique pour être compétitif dans le pays dans lequel vous avez choisi de venir. Ok, donc là, on va conclure. Si quelqu'un doit retenir que les points essentiels de la vidéo. Oui, ce que je voulais dire enfin, avant de conclure pour le résumé, c'est qu'il faut s'intégrer maintenant. Il faut s'intégrer dans le pays dans lequel vous avez choisi de venir. Ne restez pas dans vos communautés africaines dans lesquelles vous venez d'Afrique et vous venez encore chercher les Africains ici. Intégrez-vous. Gardez un contact basique minimum avec votre communauté. On ne vous demande pas de larguer les amarres. Mais quand vous arrivez dans un pays comme le Canada, apprenez à vous socialiser avec les autres. Bâtissez votre réseau d'amitié, des réseaux de compétences professionnelles. Faites-vous des amis professionnellement qui vont vous aider dans votre travail de demain, de maintenant. Et essayez d'appliquer tout ce que nous avons dit là, c'est-à-dire vous arrivez, vous avez les considérations basiques, apprenez repartez à l'école si c'est nécessaire. Si vos diplômes ne sont pas reconnus, les équipements ne sont pas faits, repartez à l'école et faites quelque chose qui va vous permettre de mieux vivre votre vie et de pouvoir vous occuper de votre famille, d'être utile à vous-même et à votre société. Parfait. Donc, sur ce, on va arrêter la vidéo là. Et moi, je vous retrouverai très certainement pour une prochaine vidéo. Et maman ne sera plus là parce que maman repart dans 2 semaines. Donc, peut-être encore les prochaines vidéos dans 1 an, peut-être, Inch'Allah. Donc, on vous souhaite de passer une bonne soirée et un bon début de semaine. Merci, à bientôt.